Cette histoire traite de traumatismes d'enfance, de harcèlement scolaire et de conflits familiaux. Le protagoniste a grandi sans l'affection d'une mère. Elle lui répétait sans cesse qu'il vaudrait mieux qu'il disparaisse simplement. Malgré tout, Ria aimait toujours sa mère. Finalement, elle l'a abandonné. Il était totalement anéanti, mais c'est alors qu'il s'est fait renverser par un camion. Et comme on sait déjà comment ça se finit, on sait aussi où il a atterri. Il est mort et s'est réincarné dans un jeu, le seul qu'il aimait vraiment. Pour couronner le tout, il s'est réveillé dans le corps d'un personnage secondaire froussard. Ce personnage se montrait si craintif parce qu'il possédait une compétence appelée évasion. Personne ne choisissait ce personnage dans le jeu car il refusait de se battre et se contentait d'esquiver, ce qui lui valait d'être traité de lâche par tout le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, il était destiné à se faire tuer par la fille lapin. Comme il s'était réincarné avant le début des événements du jeu, il a décidé de changer son destin et de découvrir l'identité du dieu qui Y avait envoyé. L'histoire commence par une journée ensoleillée à l'école. C'était le premier jour de classe pour la fille lapin. Ses joues étaient rouges de timidité alors qu'elle se présentait nerveusement. Ryu savait qu'elle avait le potentiel de détruire le monde, et pourtant, elle ressemblait encore à une enfant adorable. Il s'est retrouvé fasciné par ses longues oreilles. Timidement, la jeune fille s'est présentée sous le nom de Ravenna. Ses passe-temps étaient la lecture et la musique. Elle aimait aussi regarder des dramas coréens. À ce moment-là, Ryu a commencé à se souvenir de tout ce que cette fille avait fait dans l'histoire du jeu. Elle détestait le monde et finirait par tout détruire. Sa haine était si démesurée qu'elle apportait véritablement la ruine et la catastrophe. Mais pour l'instant, elle avait l'air inoffensive et mignonne en demandant à ses camarades de classe de prendre soin d'elle. En se rappelant tout ce que Ravenna allait devenir, il était terrifié. En d'autres termes, les gars, il était complètement foutu. Le jeu s'appelait Brave Hearts, et il y jouait dans sa vie précédente. C'était un RPG dont le protagoniste était un garçon nommé Kang. Dans l'histoire du jeu, le monde s'était reconstruit après une catastrophe survenue environ 200 ans plus tôt. Les chasseurs existaient pour éliminer les monstres, et la magie comme la technologie avait grandement progressé. Cependant, le jeu était extrêmement complexe car il contenait environ 44 fins différentes, et une seule d'entre elles était bonne. Puisqu'il s'était réincarné en personnage secondaire faible, il allait devoir travailler encore plus dur. Ce personnage était un lâche agaçant qui fuyait chaque combat. Pour ne rien arranger, il subissait le harcèlement de ses camarades de classe et de ses proches. Le Ryu original était pratiquement inutile, et c'est ce corps dont notre protagoniste a hérité. Le garçon regardait avec incrédulité, et lorsqu'il a ouvert les yeux, il a remarqué la fille qui deviendrait l'une des méchantes les plus dangereuses. Quoi qu'il fasse, une fin tragique l'attendait. Soudain, quelqu'un a dit que c'était au tour de Ryu. Il s'est retourné et a regardé la fille lapin. Ravenna semblait porter toute la souffrance du monde. Après sa naissance, ses parents l'ont abandonnée, et tout le monde se moquait d'elle à cause de ses oreilles. Les gens l'avaient toujours traitée comme une moins que rien. Tout cela est arrivé à cause d'un désastre de mana qui l'a fait naître avec un ADN muté. Elle était ce que les gens appelaient une M. Ryu avait entendu dire que cette condition était héritée génétiquement des parents. Cela rendait son abandon d'autant plus cruel. Maintenant, il comprenait enfin pourquoi Ravenna était devenue la sorcière de la calamité. À cause de cela, il est devenu déterminé à changer l'avenir et à la sauver. Quelqu'un lui a tapoté l'épaule, c'était le professeur qui lui demandait où il voulait s'asseoir. Comme il avait l'intention de changer le destin de Ravenna, il s'est dirigé vers elle. Il savait que ses actions pouvaient tout changer, d'autant plus qu'il ne voulait pas mourir des mains de la sorcière de la calamité. Alors qu'il s'approchait d'elle, les yeux de Ravenna ont brillé pendant qu'elle demandait qui il était. Ryu a souri et a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. Comme la jeune fille avait été rejetée depuis l'enfance, elle ne parvenait pas à comprendre son comportement. Il restait encore 5 ans avant que la véritable histoire du jeu ne commence. Il devait donc devenir son ami le plus vite possible, avant même qu'il n'entre à l'académie. Mais ce ne serait pas facile. Après l'avoir guidé sur le bon chemin, il prévoyait de faire d'eux des alliés. Il a tiré un bureau et s'est assis à côté d'elle. C'était dur d'imaginer qu'une petite fille aussi mignonne deviendrait un jour la sorcière capable de détruire le monde. Tandis qu'il était assis là, il ne cessait de la fixer et se demandait comment l'aborder. Ravenna est devenue embarrassée et lui a même demandé d'arrêter de la regarder comme ça. Le garçon se sentait un peu penaud car il était incapable de cacher ses pensées. Il voulait arrêter de perdre du temps et l'inviter déjà chez lui. Mais à ce moment-là, il a été distrait par sa queue et a même crié quand elle a soudainement appelé son nom. Il a cru qu'elle l'avait surpris en train de regarder sa queue, mais il a vite rattrapé le coup en demandant ce qu'elle voulait. Timidement, la fille lapin a demandé pourquoi il avait choisi de s'asseoir à côté d'elle. Ryu a simplement répondu qu'il voulait être son ami. Ravenna semblait confuse et est instantanément devenue plus rouge qu'une tomate. Il lui a demandé pourquoi elle réagissait ainsi. Elle ne comprenait pas pourquoi il voudrait être ami avec elle, surtout parce qu'elle était une M. Et pour couronner le tout, il appartenait à la célèbre famille d'épéistes, la famille d'Azan. En d'autres termes, les gars, elle se méfiait de lui. C'est parce que Ravenna avait toujours été maltraitée qu'il a fini par mentionner le nom de Lilika. Il a expliqué que Lilika était son lapin de compagnie et qu'elle lui ressemblait beaucoup. C'est pour ça qu'il s'était intéressé à Ravenna. La jeune fille s'est immédiatement irritée. Elle a dit qu'elle n'était pas un lapin mais une humaine, puis elle est partie en trombe en boudant. Il est resté là, en lui présentant ses excuses.
Mais avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte de la classe et a dit timidement qu'elle espérait le revoir demain. Puis Ravenna s'est enfuie, tout embarrassée. Ryu s'est dit qu'au moins, elle ne semblait pas vraiment en colère contre lui. Après cela, le garçon est rentré chez lui. Il n'avait pas encore pleinement réalisé qu'il était désormais dans le monde de son jeu préféré. Il s'est même demandé si ce monde avait des fenêtres de statue comme dans le jeu. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait, puis il a tendu la main et a invoqué son écran d'information. La fenêtre de statut du joueur est apparue, et il a réalisé qu'il n'était pas si faible en réalité. Quand il a vérifié ses statistiques, il a été véritablement choqué. Les capacités de Ryu étaient bien meilleures que dans ses souvenirs. Ça n'avait aucun sens, car ce personnage était un lâche pathétique dans le jeu. Il se faisait harceler même par les élèves du dojo. À cause de ça, il a juré qu'il changerait son destin. Dans sa vie précédente, il avait aussi été rejeté, bien que pour des raisons totalement différentes qui seront révélées plus tard. À l'époque, le gamin a beaucoup souffert, les gars. Honnêtement, il a peut-être vécu pire que Subaru, de Subaru Natsuki. En arrivant chez lui, il a réalisé qu'il appartenait désormais à une famille noble. Il a dit à sa mère qu'il était de retour, et elle lui a demandé comment s'était passée l'école. Au moment où Ryu a réalisé qu'il avait enfin une mère, il a couru vers elle et l'a serré fort dans ses bras. La femme lui a même demandé quel genre de vie il avait mené auparavant. Il avait été rejeté par tout le monde, y compris par sa propre mère. Alors, le simple fait d'avoir cette femme pour mère représentait déjà tout pour lui. Naturellement, elle s'est inquiétée et lui a demandé pourquoi des larmes perlaient dans ses yeux. Il a répondu que ce n'était rien, et a dit qu'il devait se préparer pour l'entraînement à l'épée. Désormais, il comptait vraiment vivre en tant que Ryu, et ce dont il avait le plus besoin était de maîtriser le style du roi des bêtes. Cette technique était incroyablement puissante, et le personnage original était censé l'apprendre bien plus tard. Il connaissait déjà le potentiel de ce personnage, car il l'avait autrefois intégré au groupe du protagoniste en jouant au jeu. En entrant dans sa chambre, il vit la petite lapine Lilika. Il la trouva absolument adorable. Il connaissait déjà bien la lapine, car après s'être réincarné dans ce corps, il avait hérité de tous les souvenirs de Ryu. Tout en serrant la lapine contre lui, il fit remarquer qu'elle ressemblait vraiment à Ravenna. Mais sa priorité absolue pour le moment était de maîtriser la technique du roi des bêtes. En arrivant à l'académie d'escrime, il remarqua qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves car il était venu tôt. La famille d'Azan était l'une des plus puissantes du pays et possédait même sa propre académie. Dès son arrivée, les autres étudiants, qui étaient aussi des membres de sa famille, fixaient une jeune fille, et notre protagoniste la reconnut immédiatement. C'était Seko, l'un des personnages les plus importants de l'histoire. Elle avait 2 ans de plus que lui et était également une prodige de la famille. Dans le jeu, elle finirait par devenir l'une des plus grandes épéistes après avoir obtenu son diplôme, puis l'allié de Ryu puisqu'ils appartiennent à la même famille. Mais ce qui le déconcertait, c'était de la voir ici alors qu'elle avait 2 ans d'avance sur lui. Il décida de ne pas encore l'approcher car c'était encore trop tôt. Son objectif était d'apprendre la technique du roi des bêtes, alors il commença immédiatement à se préparer. Puis il commença à pratiquer les différentes formes et styles de combat, qui ressemblaient beaucoup aux techniques de souffle de Demon Slayer. Après avoir exécuté plusieurs formes d'attaque, il se prépara pour l'étape suivante. Il continua à s'entraîner pendant presque tout l'après-midi. À un moment donné, il se demanda même si Seko le regardait s'entraîner en secret, car il voulait l'impressionner. En même temps, il se surprenait à apprécier sincèrement l'entraînement. Bientôt, les parents qui avaient l'habitude de le malmener recommencèrent à se moquer de lui. C'étaient des triplés et aussi des cousins éloignés. Dans le jeu, ils étaient connus sous le nom de Cerbère. Il faisait partie des enfants maudits qui harcelaient sans cesse Ryu. Notre héros comprit qu'ils parlaient de lui, alors il se retourna avec colère pour entendre leurs propos. C'était la première fois qu'il subissait du harcèlement dans ce corps, mais se remémorer tout ce qui s'était passé le rendit furieux rien qu'à la vue de ces visages arrogants. Chaque instant de harcèlement que Ryu avait enduré commença à défiler dans son esprit. Toutes les humiliations, les coups et les abus qu'il avait subis refirent surface. Ce personnage avait été extrêmement timide, c'est pourquoi les autres profitaient de lui. Mais maintenant, c'est notre héros qui se trouvait dans le corps de Ryu. Il n'arrêtait pas de se dire qu'il ne laisserait plus jamais cela se reproduire. Puis il provoqua bruyamment ses cousins. Les autres étudiants entendirent les insultes et furent choqués. Sans avertissement, Ryu prit la posture de charge de la seconde forme. Puis il lança une attaque éclair sur l'un de ses cousins. Le garçon fut projeté en arrière, et son frère lui demanda immédiatement s'il allait bien. Ryu, plein d'assurance, demanda si tous les trois avaient peur. L'un des garçons demanda ce qui était arrivé à son cousin, car il semblait complètement différent. Ryu leur dit simplement de se préparer, de prendre leurs épées et de l'affronter. Les brutes sont toujours comme ça, les gars. Ils ne font les braves que lorsque leur cible ne réagit pas. Tous les trois admirent même que Ryu avait totalement changé, comme s'il dégageait une aura bien plus imposante désormais. Il cria de nouveau, ordonnant aux trois lâches de se lever, sous peine de se faire battre encore plus violemment. Plus il se souvenait de l'humiliation subie, plus sa colère grandissait. Puis il commença à hurler, demandant si tous les trois avaient eu tellement peur qu'ils s'étaient presque oubliés. Ils répondirent en demandant si Ryu réalisait seulement à qui il avait affaire. Ryu savait parfaitement que c'était son cousin Sung qui avait ordonné au triplé de le harceler. Les trois frères se demandèrent comment Ryu l'avait découvert.
La fratrie rêvait de devenir des chasseurs, mais leur père ne pouvait pas payer les frais de l'académie. C'est pourquoi la famille d'Azan les parrainait pour qu'ils puissent suivre cette voie, et celui chargé de les soutenir était Sung lui-même. Il n'avait accepté de parrainer les triplés qu'à la condition qu'ils continuent de brimer Ryu. C'était la raison pour laquelle notre héros avait souffert pendant toutes ces années. Maintenant, il les affrontait en disant qu'il savait tout, et leur rappelait qu'il était lui aussi un membre de la famille d'Azan. S'il le voulait, il pourrait leur retirer leur parrainage immédiatement. Les lâches paniquèrent instantanément. À cet instant, le maître du dojo d'escrime apparut et demanda ce qui se passait. Notre protagoniste répondit que ce sont eux trois qui avaient déclenché la bagarre. Le maître demanda si c'était vrai. Ryu s'était défendu car il n'allait pas rester là à se faire battre, et le maître interrogea de nouveau les triplés. Les garçons se figèrent de peur et décidèrent rapidement qu'il valait mieux être d'accord avec Ryu. Ils admirent donc qu'il était à l'origine de tout le problème et que Ryu était innocent. Le maître était sous le choc car jusqu'à hier, Ryu était bien trop lâche pour affronter qui que ce soit. Après cela, il passa tout l'après-midi à s'entraîner. Le lendemain, en allant à l'école, il se sentait déterminé et se promit de ne plus jamais laisser personne l'humilier. Cependant, quelque chose attira immédiatement son attention. C'était Ravenna, elle était adorable assise à son bureau. Le garçon resta là à la contempler. Puis il s'approcha d'un air décontracté et la salua. Les oreilles de Ravenna se dressèrent et ses joues devinrent rouges alors qu'elle lui répondait timidement. Tentant de se rapprocher d'elle, il lui demanda ce qu'elle lisait. La jeune fille répondit que c'était juste un livre quelconque, et Ryu dit qu'il préférait lire des webromans. Elle lui demanda pourquoi il avait rejoint le club de lecture s'il n'aimait même pas les livres, et il répondit qu'il l'avait fait pour être près d'elle. En entendant cela, Ravenna rougit intensément. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Il a rejoint le club de lecture à cause de moi. Elle avoua qu'elle aimait aussi les webromans, mais comme elle n'avait pas d'argent, elle ne pouvait lire que les gratuits. Ryu remarqua que l'ambiance devenait gênante car elle vivait dans un orphelinat et avait des difficultés financières, alors il changea de sujet et lui demanda quel genre de drama elle aimait regarder. Surprise, Ravenna demanda comment il savait cela. Il expliqua qu'elle l'avait mentionné lors de sa présentation. Elle se cacha derrière son livre, embarrassée, se demandant comment il pouvait se souvenir d'un tel détail. Peut-être qu'il l'appréciait vraiment s'il voulait toujours être son ami, ou peut-être qu'il cherchait simplement un ami car il n'en avait pas non plus. En d'autres termes, peut-être qu'il n'était fasciné par elle que parce qu'elle était une aime. Du moins, c'est ce que Ravenna croyait. Elle pensait même qu'il finirait par se lasser d'elle et l'abandonnerait comme tous les autres l'avaient toujours fait. Ryu remarqua les oreilles de Ravenna qui s'affaissaient et les trouva incroyablement mignonnes, lui donnant envie de les toucher. Évidemment, il savait que demander une telle chose serait étrange. Puis il se souvint de Lilika et décida de lui remonter le moral en lui montrant une vidéo. Elle s'anima et demanda si c'était l'animal dont il avait parlé. Il lança donc la vidéo et expliqua qu'il l'avait enregistrée la veille au soir. Riant doucement, elle trouva cela vraiment amusant. Elle fit même remarquer que Lilika était d'une mignonnerie incroyable. Ryu regarda ses oreilles frémir et se dit qu'elle ressemblait vraiment à sa lapine. Puis il lui demanda si elle voulait voir la lapine en personne, et elle accepta avec joie. Après cela, il invita Ravenna à venir chez lui après les cours. En rougissant nerveusement, elle essaya de trouver une excuse pour refuser. Elle ne voulait pas revivre ces expériences douloureuses, mais au final, elle ne put résister et accepta l'invitation. À son arrivée, elle fut émerveillée car sa maison semblait tout droit sortie d'un drama. La mère du garçon apparut et lui demanda immédiatement si elle était Ravenna, l'amie que son fils avait invitée, puis l'accueillit chaleureusement. Ravenna s'attendait à être maltraitée à cause de sa mutation génétique. Elle se souvenait des parents avertissant leurs enfants de ne pas jouer avec elle car les gens méprisent les mutants, mais la mère de Ryu la traita avec bonté et lui souhaita la bienvenue. La chaleur et la gentillesse étaient si accablantes que Ravenna se sentit presque éblouie. À ce moment-là, Ryu saisit la main de la jeune fille et l'entraîna avec lui disant de le suivre. Elle s'amusait, pourtant elle craignait toujours qu'il finisse par se lasser d'elle. Malgré tout, elle se jura de ne plus jamais lâcher sa main. Après être entrée dans la maison, elle fut totalement fascinée. La jeune fille goûta des plats délicieux et passa du temps à jouer avec Lilika. Ce fut l'un des jours les plus heureux qu'elle ait jamais vécu. Finalement, la nuit tomba. Le père de notre protagoniste rentra du travail. La famille lui fit remarquer qu'il était en retard pour le dîner, et il s'excusa maladroitement car il avait promis de rentrer plus tôt pour manger ensemble. Sa plus jeune fille boudait, disant qu'elle voulait jouer avec la fille lapin, mais Ravenna était déjà rentrée chez elle avant son retour de l'école. Notre héros expliqua que Ravenna était son amie et qu'elle était venue lui rendre visite. C'était pour cette raison que sa petite sœur boudait. Ryu interpella ensuite son père et lui demanda s'ils pouvaient s'entraîner ensemble après le dîner. L'homme s'enthousiasma et dit qu'il avait hâte de s'exercer avec son fils. Ryu voulait voir à quel point il s'était amélioré grâce à son entraînement à l'académie. Cependant, il n'était pas intéressé par un simple exercice, il voulait un vrai combat. Son père lui demanda même s'il était sérieux, et avec une détermination totale, Ryu répondit que oui, car il voulait tuer de vrais monstres un jour. La scène se déplaça ensuite plus tard dans la soirée. Ils étaient dans le dojo de la maison quand son père lui demanda pourquoi il s'intéressait soudainement tant à devenir plus fort. Dans 5 ans, il entrerait dans la branche principale de l'académie d'escrime de la famille Zan. Le protagoniste original du jeu, Kang,
finirait par résoudre d'innombrables crises, et Ryu ne voulait pas rester à la traîne. En plus de cela, sa cousine deviendrait une figure incroyablement puissante, et même son agaçant cousin obtiendrait une reconnaissance majeure. En bref, les amis, il refusait d'être laissé de côté. Le père du garçon sentit qu'il s'était passé quelque chose et lui demanda même si quelqu'un l'avait importuné à l'académie. C'est parce qu'il avait entendu dire que son fils s'était battu pendant l'entraînement et qu'un autre élève avait fini blessé. Cependant, son fils affirma qu'il n'avait rien fait de mal. Le père attendit que Ryu explique sa version de l'histoire. Pendant ce temps, notre protagoniste ne pouvait pas dire si son père voulait sincèrement l'écouter ou s'il s'apprêtait à le gronder. Pourtant, il expliqua que depuis son enfance, on lui avait enseigné que l'escrime divine de la famille existait pour protéger les gens. Ces mots étaient restés profondément gravés dans son cœur. Cependant, il admit que cette fois, il ne s'était pas battu pour protéger les autres mais pour défendre sa propre dignité, car dans sa vie antérieure, il avait tout enduré en silence. Le garçon dit que s'il ne pouvait même pas se protéger lui-même, alors il ne pourrait jamais protéger personne d'autre. Son père demanda si c'était pour cela qu'il avait tenu tête à la brute. Empli de détermination, il répondit par l'affirmative, mais ajouta qu'il voulait plus que de la simple légitime défense. Il voulait aussi la force de protéger les faibles. Et pour y parvenir, il souhaitait s'entraîner contre de vrais monstres. Le père de Ryu sourit et tapota doucement la tête de son fils, disant que son raisonnement était tout à fait logique. Il mentionna même à quel point son fils avait changé en si peu de temps. Excité, Ryu demanda si son père l'aiderait, et l'homme accepta, mais à une condition. Curieux, Ryu demanda de quoi il s'agissait. Il devait prouver qu'il était assez fort pour affronter un vrai monstre. Pour cette raison, il allait devoir s'entraîner contre son propre père. Mais il y avait une restriction. Son père n'aurait droit qu'à 5 pas et n'utiliserait pas de mana. C'était aussi pour éviter de rendre le défi impossible pour son fils. Les amis, malgré tout, ce que Ryu voulait vraiment, c'était apprendre le style du roi des bêtes. Son père répondit qu'il lui en montrerait les bases plus tard. Dans ces conditions, Ryu pensait avoir une chance de porter au moins un coup avec son sabre de bois sur l'épaule de son père. Le garçon resta là, réfléchissant sérieusement. Puis il déclara qu'il était temps de commencer le test. Ryu s'élança en avant, mais son père bloqua l'attaque sans effort. Le garçon prit son élan au sol et bondit pour une autre frappe, mais son père l'arrêta encore plus facilement. Il commença donc à chercher des ouvertures, et avec un sourire, son père commenta que cela ne marcherait pas. Cependant, Ryu parvint à trouver la faille parfaite, forçant son père à reculer. Rien que cela était déjà extrêmement impressionnant, les amis. À ce moment-là, il réalisa qu'il avait encore une petite chance, mettant davantage la pression sur son père, et l'homme admit fièrement qu'il était impressionné par son fils. Mais alors son père remarqua qu'il avait baissé sa garde et reçu soudainement un coup dans les côtes, et ce n'était pas une petite frappe. C'était un coup d'une puissance surprenante. Le garçon sauta immédiatement en arrière pour créer de la distance. Son père n'arrivait pas à croire qu'un seul moment d'inattention ait suffi à son fils pour porter un coup. Épuisé, Ryu demanda si son père reconnaissait enfin ses capacités, et il semblait que oui, bien que de la manière la plus douloureuse possible. Pour cette raison, il accepta d'aider le garçon à s'entraîner. Puis, pendant le week-end, le père de Ryu décida de l'emmener chasser des monstres pour son entraînement. Naturellement, sa mère devint extrêmement inquiète, tandis que sa petite sœur suppliait de venir aussi. Pourtant, ils la rassurèrent en disant que tout irait bien. Sa mère les avertit de ne pas exagérer l'entraînement, puis ils se préparèrent pour le voyage vers l'académie familiale. Selon l'histoire du jeu, le monde était devenu dangereusement instable. Tout avait commencé après le changement de calamité qui avait lourdement affecté la planète entière. Suite à cet événement, des monstres d'autres dimensions commencèrent à apparaître, transformant essentiellement la Terre en un donjon géant. Des portails s'ouvrirent à travers le monde, laissant s'échapper des créatures. Si ces portails n'étaient pas traités à temps, le monde lui-même s'effondrerait et se retrouverait connecté en permanence à une autre dimension. En d'autres termes, des monstres d'innombrables dimensions envahiraient la planète. Si l'humanité ne parvenait pas à conquérir les portails rapidement, la Terre serait détruite par ces créatures. C'était précisément pour cela que le jeu avait plus de 40 mauvaises fins et une seule bonne fin. Le père du garçon expliqua qu'il devait d'abord récupérer une clé. Ryu demanda où se trouvait la clé. Son père répondit qu'elle était stockée dans l'entrepôt. Chaque fois que quelqu'un terminait l'un de ces portails, il recevait une clé lui permettant d'y entrer de nouveau plus tard. Il semblait que le système du jeu existait toujours dans ce monde. Après être arrivé au siège de la famille, le père du garçon lui montra son lieu de travail. Leur famille possédait des dizaines de branches réparties dans tout le pays. Pour entrer dans les donjons et les portails, les gens avaient besoin d'une licence délivrée par le gouvernement, essentiellement une certification de chasseur. Comme Ryu n'était pas encore officiellement un chasseur, il ne pouvait entrer qu'aux côtés de son père, et tout le monde là-bas saluait l'homme avec respect. C'était parce que le père de notre protagoniste était le directeur de la branche. À ce moment-là, quelqu'un s'approcha soudainement et surprit le garçon. C'était une employée qui disait que le fils du patron était adorable, tandis que tout le monde autour commençait aussi à faire ses éloges. Certains lui pinçaient même les joues en remarquant à quel point elles étaient douces. Ryu se demanda si tous les chasseurs agissaient de cette manière étrange. L'une des réceptionnistes annonça que la salle 2 était prête comme le directeur l'avait demandé.
Le père du garçon l'appela, et Ryu demanda quel genre de clé ils utilisaient. C'était une clé de rang blanc. Les niveaux de difficulté des portails étaient divisés en 7 couleurs différentes, commençant par le blanc pour le plus facile, suivi du gris, du jaune, du vert, du rouge et du bleu. Et enfin, il y avait la plus dangereuse de toutes, la clé noire. Le père du garçon lui expliqua que même la clé de rang blanc représenterait déjà un défi de taille pour lui. Mais Ryu se sentait débordant de confiance, presque comme un super-héros. Son assurance était telle qu'il voulait déjà s'attaquer à un donjon de rang gris. Cependant, son père comprenait ses limites et lui ordonna d'entrer d'abord dans le portail de rang blanc. Une fois sur place, son père lui expliqua le fonctionnement des donjons. Ryu était émerveillé de voir que sa famille était assez riche pour posséder ses propres portails privés. L'homme appela ensuite son fils et l'avertit de redoubler de prudence, car la seule issue possible était de conquérir entièrement le donjon. Le garçon comprit l'ampleur de sa responsabilité et assura à son père qu'il était fin prêt. Son père semblait toujours inquiet, mais il avait foi au potentiel de son fils. Ryu plaisanta même en disant que s'il échouait, son père n'aurait qu'à intervenir en utilisant la clé sur le portail. Son père acquiesça, ajoutant que sinon, sa mère serait furieuse qu'il ait mis le garçon en danger. Une fois le portail activé, une lumière éclatante envahit les lieux et ils le traversèrent pour arriver dans une caverne remplie de cristaux. Voilà à quoi ressemblait l'intérieur du portail. Une fenêtre de notification apparut, l'informant qu'il venait d'entrer dans une grotte de rang blanc. La mission exigeait de vaincre 15 gobelins, et il pensa immédiatement que ce serait un jeu d'enfant. Il jeta donc son sac à dos de côté et dégaina son épée. Sachant que ce serait dangereux, il prévoyait de rester sur ses gardes. Ce ne serait pas simple, mais pas impossible non plus. C'est ce qu'il pensait. Puis, soudain, quelque chose attira son attention. Son père avait déjà capturé les 15 gobelins en moins de 30 secondes. Ryu demanda même s'il les avait tous attrapés, et son père confirma d'un geste de son épée. Désormais, son fils pourrait les affronter un par un pour s'entraîner. Malgré sa nervosité, il affirma avec assurance à son père qu'il était prêt. Son père commença alors à relâcher les gobelins un par un. Le monstre libéré se jeta aussitôt sur le garçon, tandis que Ryu serrait son épée et se préparait minutieusement. Le garçon possédait une connaissance approfondie du jeu et maîtrisait l'escrime divine de la famille d'Azan. Grâce à cela, terrasser ces monstres aurait dû être facile pour lui. Le gobelin se saisit soudain de l'un des cristaux pour s'en servir comme arme. Ryu ne s'attendait pas à ça, les amis. Mais il abaissa sa garde et libéra son aura. Cette technique s'appelait la posture de perforation. Il prépara un coup de grâce contre le gobelin, et cela fonctionna à merveille, en voyant le monstre s'écraser au sol. Il ne pensait pas que ce serait aussi facile. Son père poussa un soupir de soulagement, même s'il restait encore 15 gobelins. Ryu se tourna vers lui et déclara fièrement qu'un ennemi était déjà à terre. Puisque le Ryu du jeu faisait partie du groupe principal de Cagne, il subissait une restriction unique. Le jeu possédait un système spécial appelé don, des capacités passives reflétant la personnalité de chaque personnage. Comme Ryu était considéré comme un lâche, son don était l'instinct d'évasion. À première vue, cette capacité semblait incroyablement utile. Son père s'apprêta à libérer un autre gobelin et trancha la corde qui le retenait. L'instinct d'évasion éloignait automatiquement l'utilisateur des attaques potentiellement fatales. En gros, dans le jeu, le personnage n'attaquait jamais car il privilégiait toujours la défense. C'est pourquoi les joueurs rejetaient ce personnage et refusaient de l'incarner. Certains affirmaient même qu'il fallait le supprimer du jeu tant il était inutile. Notre protagoniste jouait rarement avec lui, mais un jour, il décida de lui donner sa chance. Une fois la capacité éveillée, le personnage obtenait le contrôle total du don d'évasion. En criant de toutes ses forces, il déclara qu'il améliorerait ce pouvoir pour devenir imbattable. Les personnages éveillés gagnaient en puissance au fil du temps dans le jeu. Au lieu d'esquiver, il tenta de bloquer l'attaque suivante et finit par être projeté en arrière. Il y avait maintenant 2 monstres face à lui. Pour cette raison, Ryu devait profiter de ces combats pour éveiller son don. Le combat semblait bien plus facile dans le jeu qu'en réalité, mais il croyait encore que l'éveil de son pouvoir n'était pas impossible. Il fonça donc vers l'avant et se poussa jusque dans ses derniers retranchements. La scène changea pour passer à quelques minutes plus tard. À ce moment-là, il avait déjà vaincu plusieurs gobelins. Son père lui suggéra de se reposer un peu et plaisanta sur le fait que son fils s'en sortait étonnamment bien. Cependant, le garçon voulait maintenant que son père relâche 4 gobelins à la fois, et son père accepta sa demande. Dès que cela arriva, Ryu le regretta aussitôt, car en affronter 2 était déjà bien assez difficile. Les gobelins utilisaient des tactiques de diversion. Soudain, il sentit un danger approcher par derrière, et sa capacité d'évasion s'activa. Sans réfléchir, son corps esquiva de lui-même, et le cristal lancé par le gobelin frôla sa joue avant de se briser contre les cristaux voisins. À cet instant, il comprit qu'il serait mort sans cette capacité. Grâce à l'instinct d'évasion, son corps avait bougé tout seul. Il comprit qu'il devait davantage faire confiance à cette compétence. Tout en entraînant son don, il continuait d'éliminer les monstres. Après s'être concentré intensément, il localisa les gobelins et réussit à en trancher un à la jambe. Sa confiance grandit un peu, sachant que son instinct d'évasion le soutiendrait. Lorsqu'un autre gobelin lui lança un objet, il l'esquiva sans effort, rendant le petit monstre furieux. Il ancra fermement son pied au sol et bondit vers la créature. Puis il trancha net le gobelin en 2. Pourtant, en bas,
2 autres monstres s'apprêtaient déjà à lui jeter des cristaux. Ryu prit une profonde inspiration et activa une technique d'épée, faisant jaillir de l'électricité sur sa lame. C'était une technique d'escrime qui exigeait une intense concentration de mana. Puis il déchaîna la taillade du lion broyeur et abattit les 3 gobelins restants d'un seul coup. Juste après, il retomba au sol et, voyant qu'il ne restait qu'un seul ennemi, il fonça droit sur lui. Son père apparut et lui dit de cesser de charger tête baissée et de se calmer, car il ne restait pas qu'un seul gobelin. Plusieurs autres étaient encore ligotés. C'est là qu'il réalisa que nettoyer le donjon prendrait bien plus de temps que prévu. Plus tard, son père observa tout attentivement, car le garçon avait réussi à vaincre les 15 gobelins. Le père de Ryu se dit qu'il aurait dû faire confiance à son fils dès le début, puis il appela Ryu. À cet instant, une notification apparut, annonçant que le portail avait été conquis. Une lumière vive brilla dans le ciel, et une clé se forma avant de voler directement dans la main de Ryu. Le garçon réalisa qu'il avait dompté le portail et obtenu la clé de Remblanc. Malgré tout, il semblait toujours insatisfait. Son père lui tapota le dos et lui demanda pourquoi il était contrarié après avoir réussi à conquérir le portail. Ryu appela son père et avoua sa frustration, n'étant pas satisfait de n'avoir nettoyé qu'un portail de Remblanc. Il voulait quelque chose de plus grand. Son véritable désir était de devenir bien plus puissant. Mais s'il continuait à affronter des monstres faibles, cela prendrait trop de temps. Maintenant que le portail était nettoyé, il ne restait plus de monstres à vaincre ici. C'est pourquoi il se demanda secrètement s'il devait demander à son père de le laisser défier un autre portail. Il n'avait toujours pas éveillé son don, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas encore maîtriser totalement sa capacité d'évasion. Le père du garçon n'arrêtait pas de dire à quel point il était choqué que Ryu ait vaincu 4 monstres à la fois, allant même jusqu'à le secouer avec fierté en disant qu'il tenait bien de lui. Puis le père annonça qu'il était temps de partir, ce qui surprit immédiatement Ryu. La sortie s'était déjà ouverte, et son père lui demanda de lui remettre la clé. Pourtant, il voulait encore continuer à s'entraîner. Se sentant un peu gêné, il demanda à son père s'il y avait d'autres portails disponibles pour s'exercer. Il tenta même de le persuader en disant qu'il se sentait proche d'éveiller son don. Ryu pensait que combattre dans un portail plus difficile pourrait enfin déclencher sa capacité. Il a même affirmé avec assurance qu'il pouvait affronter des monstres de rang 2, mais son père l'a prévenu que si le garçon se blessait, sa mère l'en tiendrait pour responsable. Pourtant, notre protagoniste s'est montré assez persuasif pour finir par le convaincre. L'homme a admis qu'il ferait confiance à son fils, car il avait déjà entrevu son immense potentiel. Affichant un sourire radieux, Ryu remercia sincèrement son père. « Écoute, petit. Si tu te mets en danger, j'interviendrai pour te sauver immédiatement. » Après cela, ils se sont dirigés vers le portail numéro 3. C'était encore un portail de Remblanc, mais il était totalement différent du précédent. Son père lui expliqua que tous les portails de Remblanc n'étaient pas identiques. Par mesure de précaution, il avait également amené un autre chasseur de la compagnie, spécialisé dans les soins. Le simple fait de voir son père amener du soutien fit réaliser au garçon que ce portail était bien plus dangereux que le dernier. Une fois que la clé eut activé l'entrée, ils pénétrèrent à l'intérieur avec excitation, mais à l'instant où Ryu entra, il remarqua immédiatement que l'atmosphère était différente. Une notification apparut lui ordonnant d'éliminer les monstres. Pourtant il ne voyait absolument aucune créature, du moins, c'est ce qu'il croyait. Les monstres étaient bel et bien là, car il fut sur le point de se faire frapper par l'un d'eux. Il n'évita l'attaque que grâce à sa capacité, et se figea aussitôt sous le choc, n'ayant aucune idée d'où provenait le coup. Une autre notification l'avertit que plusieurs monstres l'encerclaient, et ce n'est qu'après plusieurs secondes qu'il parvint enfin à les localiser. À ce moment-là, il fut pris d'une véritable terreur, les amis. Ce n'est qu'alors qu'il comprit qu'il était loin d'être capable de terminer un portail de rang gris. Sa peur devint si intense que son corps manqua de se paralyser sur place. Au-dessus de lui, son père se tenait aux côtés du guérisseur, et l'homme plus âgé demanda s'il était vraiment certain que son fils pourrait s'en sortir. Le père de notre protagoniste resta silencieux et se contenta de continuer à l'observer. Son fils avait radicalement changé en si peu de temps car, quelques jours plus tôt, il n'était qu'un lâche effrayé par le moindre bruit. Mais il y a environ une semaine, il était soudainement devenu différent, bien plus sérieux qu'auparavant. C'était presque comme si son fils avait subi une métamorphose positive. Il savait très bien que Ryu avait toujours eu un cœur pur, ce qui en faisait souvent une cible facile pour les moqueries. À cause de ses difficultés au sein de la compétition brutale de la famille Zan, ses cousins le tourmentaient sans cesse. Le père se souvenait encore du sourire radieux du garçon lorsqu'il avait reçu sa toute première épée. À l'époque, cela lui avait fait penser que son fils était bien trop doux pour devenir un chasseur. Cependant, il réalisait maintenant que le garçon avait véritablement changé, même si ce n'était peut-être pas totalement. Il se souvenait même avoir entendu dire que Ryu s'était fait une nouvelle amie à l'école, une fille aux oreilles de lapin, et elle était peut-être la raison de ce changement soudain. Et après tout, les garçons essaient souvent d'impressionner les filles. Même le maître de l'académie d'escrime avait mentionné que son fils avait changé et qu'il avait même commencé à rendre les coups au brut. Mais le père de Ryu s'était emporté face à cette affirmation, insistant sur le fait que son fils n'attaquerait jamais personne car il était pacifique de nature. Se grattant la tête d'un air embarrassé, le maître admit que Ryu n'avait peut-être pas révélé toute la vérité. Bien sûr, le père de notre protagoniste l'avait immédiatement défendu,
affirmant que son fils ne blesserait jamais quelqu'un sans raison. Et s'il s'était vraiment battu contre une brute, il devait y avoir une excellente explication. Il savait déjà que son fils souffrait de harcèlement, et cette pensée le mettait hors de lui. Il exigea même de savoir pourquoi le maître ne l'avait pas informé plus tôt et demanda si quelqu'un lui avait ordonné de garder le silence. L'homme devint nerveux, cachant manifestement le fait que Ryu avait été malmené au dojo. À cet instant, le père se sentit coupable, persuadé qu'il manquait d'influence au sein de la famille. C'était pour cette raison que le maître préférait obéir aux autres membres de la famille. Puis il appela le père de Sung, mais celui-ci répondit moqueusement que Sung ne brutalisait Ryu que parce que Ryu était faible et lâche. Mais le père de notre protagoniste déclara qu'il ne tolérerait plus cela. Et c'est précisément ce jour-là que notre protagoniste s'est approché de son père pour lui demander un véritable entraînement au combat. C'est alors que le père comprit que son fils voulait sincèrement changer, et c'est pourquoi cette situation le bouleversait autant. Il avait été totalement pris au dépourvu. Mais peu après, il sourit car son fils ne voulait plus rester faible et craintif. Lorsque le garçon réussit à terminer ce premier portail de rang blanc, il fut sincèrement heureux de voir que Ryu-sen sortait bien mieux que prévu. En d'autres termes, le père était extrêmement fier. N'importe qui l'aurait été. Cependant, une fois entré dans un portail de rang blanc plus puissant, il remarqua que Ryu se remettait à agir avec lâcheté. Le garçon ne se contentait pas de trembler de peur, il fuyait activement les monstres. À ce moment-là, il fut touché au bras, et son père réalisa que le garçon se mettait en danger. La peur dans ses yeux était flagrante. Le guérisseur demanda au père combien de temps il comptait rester là à regarder sans intervenir. Puis Ryu s'arrêta car il était encerclé et il provoqua les gobelins pour qu'ils s'approchent. Son père comprit qu'intervenir maintenant ne ferait que décevoir le garçon. Alors, la seule chose qu'il demanda fut que le chasseur de soutien place un bouclier magique protecteur autour de Ryu. En même temps, il restait prêt à intervenir avec sa propre technique si le garçon courait un réel danger. Pourtant, quelque chose attira son attention. Les mouvements de Ryu paraissaient anormalement rigides à cause de sa tension. Pourtant, son regard n'était pas celui de quelqu'un entièrement consumé par la peur. Le garçon ancra fermement son pied au sol, et son père fut stupéfait en reconnaissant la quatrième forme du style du roi des bêtes, le barrage des aiguilles du lion. Juste après l'avoir utilisé, Ryu se remit à fuir, mais tout cela faisait partie de sa stratégie. Lorsqu'un gobelin s'apprêta à tirer une flèche, il fit entièrement confiance à sa capacité d'évasion et esquiva le tir avec succès. Il comprit que rester immobile signifiait une mort certaine, car les monstres l'encercleraient. Le gobelin attaqua de nouveau, et il esquiva encore une fois. Il bondit du sol de toutes ses forces pour simplement éviter les assauts. Pourtant, la peur revint lentement à la charge, les amis. Un monstre bondit vers lui, et il l'abattit en essayant délibérément de ne pas compter sur son évasion. Il savait que s'il se contentait d'esquiver sans cesse, il ne parviendrait jamais à porter de coup lui-même. Lorsqu'il réalisa qu'il avait brièvement maîtrisé sa capacité, il fut surpris. Cependant, un mage gobelin situé au-dessus de lui le frappa soudainement au bras. Il ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. C'était comme si les monstres apparaissaient en nombre toujours croissant. Petit à petit, il se retrouva complètement encerclé. Il ne l'avait même pas vu venir. Une seule erreur et c'était la mort assurée. Il regarda derrière lui et réalisa qu'il n'avait plus aucune issue. À cet instant, il était acculé, sans aucune voie de secours. C'était le prix à payer pour avoir résisté à son don d'évasion. Il commença même à perdre pied, convaincu qu'il allait mourir. Son bras le lançait douloureusement. Et tout comme dans sa vie antérieure, il savait qu'il ne pouvait plus continuer à baisser la tête et à tout accepter. Il voulait devenir le compagnon de Khan et terminer le jeu avec succès. Il aurait pu se réincarner en protagoniste au lieu de finir comme ce pleurnicheur pathétique. Exactement comme dans son ancienne vie, il restait là à pleurer, impuissant. Il observa son propre reflet et réalisa qu'il devenait tout ce qu'il détestait le plus. Alors il se demanda combien de temps encore il comptait rester ce garçon pitoyable. Dans sa vie passée, il n'avait absolument rien accompli. C'était précisément pour cela qu'il refusait de vivre à nouveau comme un lâche. Il serra les poings de toutes ses forces et déclara qu'il ne pouvait pas abandonner. Refusant de mourir ainsi, il frappa violemment le sol du pied. Une fenêtre de statue apparut derrière lui alors qu'il s'apprêtait à déchaîner la technique du royaume du dragon. La simple pression de l'attaque était si intense que les gobelins furent terrifiés avant même qu'il ne la déclenche. Puis, il commença à se mouvoir librement au milieu des monstres. Le mage gobelin riait avec assurance, croyant pouvoir frapper Ryu directement. Mais Ryu esquiva l'attaque et riposta d'un coup d'épée. Il se sentit envahi par la joie car sa technique fonctionnait enfin. De là-haut, le père du garçon réalisa avec émotion que son fils avait surmonté sa peur. Même le chasseur de soutien a demandé ce qui s'était passé, car l'attitude de Ryu avait changé en un instant. D'un ton sérieux, le père a simplement répondu que le garçon était son fils. L'homme a même demandé si tous les membres de la famille d'Azan étaient comme ça. Mais le père a avoué qu'il n'en était pas sûr. On aurait dit que Ryu pouvait prédire chaque attaque imminente. Il restait là, stupéfait, essayant de comprendre ce que faisait son fils. Finalement, il en a conclu que c'était là son don. Ryu pouvait prévoir les attaques. En plus de cela, la détermination du garçon était vraiment incroyable. À ce moment-là, ils ont réalisé qu'il utilisait une technique suprême. Ce n'était pas encore tout à fait parfait, mais c'était clairement le style du roi des bêtes.
Première forme, elle entaille écrasante du lion. Un éclair bleu a jailli de l'attaque, laissant le père du garçon incapable de comprendre comment son fils avait réussi à l'exécuter. Un badant, le chasseur de soutien, a demandé si le garçon était capable d'utiliser l'escrime divine. Pris d'une sueur froide, le père Ceste dit qu'il n'avait jamais enseigné cette technique à Ryu, et pourtant le garçon la maîtrisait déjà. Il semblait vraiment qu'il soit un prodige. Juste après, il Ceste inquiété et Ceste demandait quand exactement son fils avait éveillé un tel pouvoir. Puis une notification est apparue, annonçant que le portail avait été purifié. Les monstres ont été vaincus, et Ryu Ceste effondré au sol d'épuisement. Il était si fatigué qu'il pouvait à peine bouger. La notification indiquait que sa statistique de force physique avait augmenté d'1 point. Ce monde fonctionnait exactement comme le jeu, où il pouvait monter de niveau. Il pouvait devenir plus fort soit par l'entraînement, soit par l'étude. Cependant, s'améliorer par l'entraînement était bien plus difficile. C'est ce qu'il ne cessait de se répéter. Dans le jeu, les joueurs pouvaient transférer leur progression vers une nouvelle sauvegarde, mais c'était impossible dans ce monde. En d'autres termes, la seule façon pour lui de devenir plus fort maintenant était de s'entraîner. Le père du garçon s'est approché et a demandé si Ryu était toujours en vie puisqu'il ne bougeait plus du tout. Le garçon a ri et a admis qu'il s'était tellement poussé à bout qu'il pouvait à peine bouger son corps. Pourtant, cette réaction était prévisible car il avait combattu pendant très longtemps. Son père a également mentionné que le garçon avait utilisé la technique du tonnerre bleu. C'était un phénomène lié aux techniques d'épée et considéré comme un trait de l'escrime divine. La condensation de mana est devenue si intense qu'elle a libéré des arcs d'énergie. Ryu est resté incrédule après avoir entendu cette explication de son père. J'ai vraiment utilisé cette technique? Souriant fièrement, son père l'a confirmé et l'a félicité. On dirait que ton entraînement porte ses fruits, mon fils. Tu es devenu bien plus fort. À ce moment-là, le chasseur de soutien est arrivé, portant un sac rempli d'objets, et a expliqué que le portail avait laissé tomber plusieurs matériaux précieux. Les pierres magiques n'apparaissaient pas très souvent dans les portails. L'homme a même dit à Ryu de prendre l'une des pierres du gobelin, et quand il s'est approché, il a réalisé que c'était une pierre d'énergie. Ces pierres pouvaient être utilisées pour augmenter les statistiques d'une personne. S'il l'utilisait, son agilité augmenterait d'1 point. Il fixait la pierre pendant que le chasseur de soutien suggérait de laisser le garçon l'utiliser. Puis le père de Ryu s'est approché et lui a ordonné de canaliser son mana dans l'artefact. Il a commencé à y déverser son mana, curieux de voir ce qui se passerait ensuite. Ensuite, ils ont enfin quitté le portail. Le lundi, tout son corps le faisait souffrir à cause de l'entraînement. Sa mère avait été furieuse dimanche parce qu'elle lui avait dit de ne pas trop forcer. Pourtant, il se présentait maintenant à l'école couvert de blessures. Ravenna s'est approché de lui avec inquiétude et lui a demandé s'il était blessé. Il a expliqué que son corps était endolori parce qu'il avait passé tout le week-end à s'entraîner. Pourtant, il lui a dit de ne pas s'inquiéter car il n'avait combattu que des monstres faibles. Elle a immédiatement paniqué et a demandé, « Comment ça, tu as combattu des monstres? C'est bien trop dangereux pour des enfants de notre âge. » Mais elle s'est ensuite souvenu qu'il appartenait à la famille d'Azan qui possédait des portails magiques pour l'entraînement. Toujours inquiète, elle lui a proposé des onguents et des bandages. Cependant, le garçon a insisté sur le fait qu'il allait bien. Elle a expliqué qu'elle transportait toujours des fournitures médicales dans son sac, même si elle n'en avait plus autant besoin. Il comprenait parfaitement qu'elle utilisait ces bandages à cause des brimades qu'elle subissait. Pour détendre l'atmosphère, elle lui a soudainement collé un pansement sur le bras et un autre sur la joue en disant qu'il était mignon comme ça. Elle a même expliqué que cela l'aiderait à guérir plus vite. Riant doucement, il l'a remerciée et lui a demandé si elle pouvait lui rappeler de prendre ses médicaments. Elle a accepté immédiatement et a même demandé s'il y avait autre chose qu'elle puisse faire pour l'aider à se rétablir. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour qu'il se sente mieux. Quelle expression éhontée. Il lui a demandé si elle pensait vraiment n'importe quoi. Quand elle a dit oui, il lui a demandé s'il pouvait toucher ses oreilles, faisant hurler la jeune fille de surprise. Je suis sûr que tu pensais à autre chose, espèce de fille éhontée. Elle s'est montrée un peu agacée et lui a demandé ce qu'il venait de dire. Il s'est vite excusé en prétendant que ce n'était qu'une blague. Elle est restée pensive un moment avant de lui saisir soudainement la main et de lui crier de toucher ses oreilles, vite. En rougissant intensément, elle l'a averti de ne les caresser que doucement et pas trop longtemps. Puis elle a guidé sa main elle-même, disant qu'elle voulait simplement lui remonter le moral. À cet instant, il a enfin touché ses oreilles. Il a réalisé qu'elle était incroyablement douce et duveteuse. Honnêtement, il a trouvé la sensation incroyable. Il a même continué à les caresser pendant un moment, laissant la jeune fille complètement figée. Un instant plus tard, elle lui a crié d'arrêter de les toucher et lui a demandé s'il se sentait mieux maintenant. Étonnamment, elle y avait en fait pris plaisir et avait même trouvé cela étrangement réconfortant. Puis elle a jeté un coup d'œil de côté et a remarqué qu'il semblait vraiment plus heureux, ce qui n'a fait que l'embarrasser davantage. À ce moment-là, il a admis que ça marchait et a dit qu'il se sentait déjà mieux. Puis, tout à fait à l'improviste, il a demandé ce qu'elle pensait de l'idée de devenir chasseur ensemble un jour. Elle a immédiatement répondu que c'était impossible parce qu'elle n'avait pas d'argent. Cependant, il a proposé de lui obtenir une bourse puisque sa famille était riche. Elle a fait remarquer qu'il disait des choses étranges, et il a répondu qu'il avait ses raisons. Premièrement, elle était une semi-humaine,
ce qui signifie que ses capacités physiques étaient naturellement plus fortes que celles des humains ordinaires. Deuxièmement, elle possédait une grande quantité de mana. Il a même affirmé que son mana était si puissant qu'il pouvait le sentir de loin. Se sentant timide et curieuse, elle a demandé si c'était vraiment vrai, et il a hoché la tête avec assurance. Rien que de s'imaginer devenir chasseuse un jour la rendait déjà excitée. Après tout, une fois ses 19 ans atteints, elle devrait quitter l'orphelinat sans nulle part où aller, et trouver du travail serait extrêmement difficile car elle était une semi-humaine. Pourtant, sa proposition semblait téméraire parce qu'être chasseur n'était pas à la portée de n'importe qui. Même lui, bien qu'issu d'une famille puissante, s'était retrouvé grièvement blessé rien qu'en s'entraînant. C'est pourquoi elle pensait que ce serait impossible pour une fille faible et fragile comme elle. Mais il l'a assuré haut et fort qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car il ferait tout son possible pour l'aider. Il ne l'abandonnerait jamais. La jeune fille a immédiatement commencé à tomber amoureuse de lui. Il lui a même dit qu'elle devait croire en elle parce qu'elle avait un réel potentiel. Rougissant profondément, elle lui a demandé timidement s'il croyait vraiment en elle. Elle baissa la tête et commença à réfléchir en silence. Gênée, elle lui demanda ensuite s'il assumerait la responsabilité de ses paroles. Il répondit par l'affirmative et promit qu'après l'école, ils entreraient ensemble à l'académie. Comme il lui tenait toujours la main, elle devint encore plus nerveuse. Elle retira sa main et lui rappela qu'elle n'aurait jamais les moyens d'intégrer une académie d'escrime, mais il insista en disant qu'il lui obtiendrait une bourse complète car sa famille gérait un dojo. À ce moment-là, elle lui demanda pourquoi il était si gentil avec elle alors qu'elle n'avait rien à lui offrir en retour. Il répondit qu'il n'y avait pas de raison particulière, mais que si elle en voulait vraiment une, il pourrait dire qu'il comptait un jour tirer profit d'elle. Rien qu'en regardant les joues empourprées de la jeune fille, il était facile d'imaginer ce qu'elle pensait. Il poursuivit en disant que peut-être, une fois qu'elle serait devenue une célèbre chasseuse, il pourrait tirer des avantages du fait de la connaître. À cet instant, elle réalisa qu'il l'appréciait vraiment, alors elle sourit et éclata de rire, le traitant de personne très étrange. Au fond d'elle, elle éprouvait une immense gratitude envers Ryu, et c'est pourquoi elle accepta de s'entraîner pour devenir chasseuse. Il lui dit même qu'elle devrait étudier la magie. Si elle avait un bon professeur, elle excellerait car elle avait manifestement du talent. Après cela, ils commencèrent à s'entraîner sérieusement. Ils s'exercèrent ensemble à la course et à la corde à sauter. Par conséquent, il passait beaucoup plus de temps avec Ruvana, alors qu'elle quittait rarement sa maison auparavant. Il savait que s'il voulait s'améliorer en magie, il devait trouver cet instructeur. Il avait besoin de la sorcière des couleurs, Onyona. C'était la principale instructrice de magie élémentaire du jeu. Il avait même demandé à son père d'enquêter sur l'endroit où elle se trouvait, mais il ne l'avait toujours pas localisée. À ce moment-là, quelqu'un apparut et demanda de quoi il parlait. Lorsqu'il se retourna, il réalisa que c'était son père et sursauta de surprise. L'homme expliqua qu'il avait frappé à la porte plus tôt, mais que Ryu n'avait jamais répondu. Ryu lui dit qu'il pensait à la sorcière sur laquelle il avait demandé à son père d'enquêter. Cependant, son père révéla qu'il allait la contacter très bientôt. Le groupe de la femme avait accepté de leur rendre visite dans environ un mois. Pourtant, il voulait d'abord évaluer le niveau de compétence de Ryu avant de décider de le former. Riant maladroitement, notre protagoniste admit qu'il ne s'attendait pas à cela. Il savait déjà qu'il y avait de fortes chances qu'elle refuse de lui enseigner. Mais dans le cas de Ravenna, un refus serait presque impossible car son pouvoir magique était énorme, et la sorcière le remarquerait certainement. Puis son père lui annonça qu'il avait une mauvaise nouvelle. Mais avait déjà commencé, et chaque année, la même chose se produisait. Le garçon devint curieux de savoir ce que son père voulait dire. Chaque mois de mai, la famille Zan organisait un grand rassemblement familial. Ryu comprit immédiatement ce que cela signifiait et demanda aussitôt si Sung serait également présent. Son père confirma que oui. Sung était la brute qui avait ordonné au triplé de le tourmenter. Son père dit même que ce ne serait pas grave si le garçon choisissait de ne pas y aller. Mais tout en suggérant que Ryu reste à la maison, l'homme fut soudainement surpris et demanda à quoi son fils pensait. C'était parce que son fils avait une expression intimidante, voulant manifestement se venger de ses cousins. Puis le week-end arriva enfin et le rassemblement familial commença. Tout le monde se sentait tendu car ces réunions se terminaient toujours par des disputes. Pendant ce temps, sa petite sœur était assise joyeusement dans la voiture car elle ne se souciait de rien de tout cela. Le père du garçon l'avertit de ne pas causer d'ennuis. Récemment, ces rassemblements familiaux rendaient son père nerveux, mais Ryu le rassura et promit qu'il ne déclencherait aucune bagarre. En plus du fait que Ryu était perçu comme faible et lâche, son père avait aussi une personnalité plus douce, ce qui poussait les membres de la famille Zan à les mépriser constamment. Mais cette fois, Ryu promit que les choses seraient différentes. La veille du rassemblement, il s'était entraîné dans la salle de sport tout en pensant à Ravenna. Tous deux avaient fait de grands progrès, et il était déjà sur le point de maîtriser totalement sa capacité d'évasion. Pour la maîtriser complètement, il devait obtenir la compétence de courage. De cette façon, il arrêterait de fuir par instinct. Dans sa vie antérieure, lorsqu'il jouait ce personnage, il avait travaillé extrêmement dur pour débloquer le courage car cela rendait le personnage bien plus fort. Il mentionna même qu'après avoir obtenu cette compétence, le personnage était devenu presque imbattable. Cependant, il savait que progresser aussi vite à l'académie serait difficile car la force physique de Ravenna était encore très faible. En plus de cela,
il y avait un autre problème. Les conditions pour acquérir cette compétence étaient extrêmement difficiles. D'abord, Ryu avait besoin d'un compagnon plus fort que lui. Ensuite, il devait affronter un adversaire dégageant une pression écrasante sans recevoir d'aide extérieure. Mais pour l'instant, Ravenna était sa seule partenaire, et elle était encore bien trop faible. La compétence de courage pouvait être obtenue avec une faible probabilité en esquivant les attaques d'un adversaire de manière répétée, mais l'échec signifiait la mort. En d'autres termes, c'était une compétence incroyablement dangereuse à obtenir, bien qu'elle débloquerait également tout le potentiel de sa capacité d'évasion. Tout ce dont il avait besoin maintenant, c'était d'un adversaire capable de libérer une puissante pression sans vouloir réellement le tuer. Il n'arrêtait pas de se demander qui pourrait remplir ces conditions jusqu'à ce qu'une idée brillante lui traverse l'esprit, car il y avait quelqu'un comme ça au dojo. Lorsqu'ils arrivèrent au rassemblement familial, le chauffeur ouvrit la portière de la voiture et tout le monde sortit. Sa petite sœur avait l'air extrêmement heureuse car elle adorait ses retrouvailles. Le père du protagoniste demanda si ses frères aînés étaient déjà arrivés, et l'un des employés confirma que oui. La mère du protagoniste demanda ensuite des nouvelles des anciens de la famille, et l'employé expliqua qu'ils discutaient actuellement dans la bibliothèque. Notre héros commenta que rester enfermé dans une pièce toute la journée serait ennuyeux. C'est pourquoi il voulait se rendre sur le terrain d'entraînement. Après avoir dit au revoir à ses parents, il prévoyait de rester là-bas avec sa petite sœur. Il lui demanda si elle voulait aller s'y amuser avec lui. La jeune fille répondit oui avec enthousiasme. Une fois arrivé sur le terrain d'entraînement, il remarqua plusieurs mannequins d'entraînement perfectionnés installés là. Il dit à Yuna de rester dans un endroit sûr et d'éviter de se mêler aux bagarres. À ce moment-là, il réalisa que les machines d'entraînement étaient étonnamment puissantes. Elle remarqua certains de leurs cousins s'entraîner à proximité et dit qu'elle voulait aussi participer à l'entraînement. Il avertit sa sœur que c'était dangereux, mais juste à ce moment, quelqu'un apparut derrière lui et se plaignit qu'il soit en retard. Lorsqu'il se retourna, il vit son cousin bourreau, Sung. À cet instant, il devint furieux car c'était l'occasion rêvée de se venger. Sung s'approcha de Yuna et lui demanda ce qu'elle faisait là. Il essayait manifestement d'intimider sa petite sœur. Ryu s'approcha de lui et dit qu'il était en fait ravi de voir Sung. Sung s'irrita immédiatement et exigea de savoir ce qu'il entendait par là. La pauvre Yuna ne pouvait que regarder son frère recommencer à se disputer. Ryu se moqua de son cousin, disant qu'il n'allait pas très bien grâce à une certaine personne, et ajouta qu'il savait déjà que Sung était celui qui avait ordonné au triplé de le harceler. Le garçon entra en colère, pensant que son cousin était devenu bien trop audacieux. Sung avait grandi dans un foyer très oppressant. Son père était strict et lui mettait constamment la pression pour qu'il excelle à l'entraînement. Pendant ce temps, Ryu recevait toujours de l'amour et du soutien de son père. À cause de cela, Sung développa une profonde jalousie envers son cousin, car son propre père se souciait à peine de lui. Tous deux s'étaient entraînés ensemble au dojo depuis leur enfance. Ryu le battait toujours, ce qui rendait Sung misérable car il ne cessait de perdre contre quelqu'un considéré comme l'un des membres les plus faibles de la famille. Pourtant, Ryu était gentil et prenait toujours des nouvelles de son cousin après coup. Puis, un jour, Sung réalisa qu'il pouvait frapper Ryu par derrière. Il ne pouvait pas accepter de perdre contre lui pour toujours. Alors, agissant lâchement et injustement, il attaqua Ryu par derrière. Ryu s'écrasa au sol tandis que Sung célébrait sa victoire. Après cela, il ne cessa jamais de le tourmenter. Il savait qu'en battant constamment Ryu, il détruirait lentement sa confiance en lui. De plus, lui faire du mal devint un moyen d'évacuer sa propre frustration et son envie. Après chaque passage à tabac, Ryu restait au sol en pleurant. Cette réaction était exactement ce que la brute recherchait. Dès lors, le harcèlement n'a fait qu'empirer, tant à l'école qu'à l'académie. Sung se disait qu'il aurait dû s'y mettre plus tôt, et chaque fois qu'il arrivait au dojo, il menaçait et intimidait à nouveau Ryu. À cause de cela, Ryu est devenu encore plus craintif avec le temps. De retour au présent, Sung menaçait à nouveau Yuna, mais cette fois, Ryu l'a défié en duel. Tu te crois fort, c'est ça? Alors bats-toi contre moi. Naturellement, Sung est entré dans une rage folle. Pendant ce temps, les parents de Ryu arrivèrent à la bibliothèque et remarquèrent immédiatement l'atmosphère tendue. Sa mère s'est même plainte de l'odeur de fumée. Son mari lui a demandé si elle allait bien. Elle a répondu qu'elle allait bien. Il ne demandait ça que parce qu'il savait qu'elle détestait ces réunions de famille, car elle était une roturière et il l'avait épousée par amour plutôt que pour le rang. Pourtant, elle a souri et lui a dit de ne pas s'en faire. Il l'a remercié de toujours faire tant d'efforts pour que les choses fonctionnent. Puis il a lancé un sort de bulle protectrice pour qu'elle n'ait plus à subir l'odeur de fumée. À ce moment-là, son frère aîné est apparu et a interpellé Sanji. Cet homme était le père de Sung, et il s'en prenait constamment à son frère cadet, le père de Ryu. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, c'était à propos du harcèlement de Ryu par Sung. L'homme se moquait de Sanji, lui demandant si son fils était traumatisé d'avoir toujours été roué de coups. La mère de Ryu n'avait aucune idée que son fils était ainsi malmené, et a immédiatement exigé une explication de son mari. Mais elle remarqua alors à quel point il paraissait furieux. Il a même repoussé brutalement la main de son frère aîné. L'homme a demandé avec colère ce que son petit frère s'imaginait faire. Furieux, Sanji a déclaré que Sanji devrait s'adresser directement à Ryu pour que les garçons règlent ça entre eux. Mais l'homme a ricané, affirmant que son neveu était bien trop lâche pour gérer quoi que ce soit seul.
C'est alors que plusieurs membres de la famille arrivèrent en courant, criant que les jeunes maîtres se battaient. L'homme a éclaté de rire, supposant que son fils était encore en train de corriger Ryu. Il s'est même moqué de son frère cadet, lui disant de ne pas s'immiscer dans une bagarre de gamins. Les autres membres de la famille buvaient déjà et acclamaient le combat. Il a invité le couple à regarder, plaisantant en disant qu'ils ne devraient pas pleurer quand leur fils perdrait. Cependant, Sanji a rétorqué que Ryu n'était pas aussi faible que tout le monde l'imaginait. L'homme refusait d'y croire et continuait de rire, persuadé que son fils allait l'écraser. Au fond de lui, Sanji craignait que son fils ne soit à nouveau victime de harcèlement, mais il redoutait encore plus la colère de sa femme après ce qu'elle venait d'apprendre. Elle n'avait vraiment aucune idée. Furieuse, elle a exigé qu'on lui raconte chaque détail plus tard. Sanji arriva à l'arène, les marques rouges de la gifle reçues encore visibles sur ses joues. Quand ils arrivèrent, Sung utilisait déjà la technique du fouet de fer du lion. Lina a poussé un cri d'effroi pour son fils, mais Ryu a calmement pris une posture défensive et a bloqué l'assaut. Juste après cela, Sung s'est moqué de lui en le traitant de petit lapin froussard. Mais l'attaque était faiblarde, alors Ryu a riposté par un coup de pied direct dans l'estomac de son cousin. À cet instant, Sung a réalisé que son cousin n'était plus le même gringalet. Le coup de pied était si puissant qu'il lui a littéralement coupé le souffle. Ryu a éclaté de rire tout en se moquant de son cousin à son tour. Pendant ce temps, le patriarche de la famille prenait son bain. Il entendit des bruits de vacarme venant de l'extérieur, alors il se leva lentement. Des serviteurs l'informèrent que le banquet allait débuter, bien qu'il hésitait à le déranger car un combat avait éclaté dans la salle d'entraînement. Il demanda quel garçon se battait, et ils répondirent qu'il s'agissait de Ryu et Sung. Le vieil homme demanda si c'était lié au harcèlement, car il connaissait déjà leur passif. Les serviteurs expliquèrent que c'était Ryu lui-même qui avait défié son cousin en duel. Cela intrigua beaucoup le vieil homme, car Ryu était réputé pour être faible et trop gentil. Le vieil homme demanda s'il pouvait encore voir le combat s'il s'y rendait sur le champ. Les serviteurs répondirent que c'était probablement possible, alors il commença à se préparer. Il se doutait déjà de l'issue, mais il voulait tout de même assister au spectacle. Après tout, il ne raterait pour rien au monde une occasion de voir ses petits-fils s'affronter. De retour au dojo, la mère du protagoniste était pétrifiée de stupeur. Non seulement Ryu avait gagné, mais il avait totalement humilié son cousin. Il se disait même en son fort intérieur qu'il n'avait rien fait d'exceptionnel. À cet instant, une notification apparut, indiquant qu'une de ses compétences avait monté de niveau. Attends, le combat s'est fini si vite? Suis-je vraiment devenu aussi fort? Cet abruti doit se ficher de moi. Ils avaient le même âge et s'étaient entraînés ensemble au dojo pendant des années. Pourtant, après avoir perdu ce premier combat jadis, Ryu était devenu encore plus lâche. Sung encourageait sans cesse les autres cousins à se moquer de lui. Dans l'histoire originale du jeu, Kang, le protagoniste, était censé vaincre Sung. Par la suite, ils finiraient par devenir amis. Mais dans cette chronologie, c'est Ryu lui-même qui a terrassé son cousin. Toujours en colère, il supposa que Sung ne faisait que feindre la fureur, et décida qu'il n'allait pas en rester là. Il voulait lui donner une leçon encore plus cuisante et commença à le provoquer pour qu'il se relève et reprenne le combat. Allez, debout. Réveille-toi. Il donna un coup de pointe au garçon avec son épée. Furieux, il déclara qu'il n'avait même pas accompli la moitié de ce qu'il avait prévu. Puis il saisit son cousin par le col et le souleva de terre. C'est alors qu'il s'aperçut que Suga s'était uriné dessus et se moqua de lui pour sa faiblesse. Lina appela Ryu avec une vive inquiétude. Au même instant, le père de Suga arriva en riant, persuadé que son fils avait encore rossé Ryu. Mais il ne s'attendait pas à voir son propre fils vaincu et, qui plus est, souillé par la peur. Enragé, il exigea de savoir comment Ryu osait lever la main sur son fils et bouscula le protagoniste. Cependant, Sanji se mit aussitôt à hurler sur son frère aîné, et le chaos se propagea rapidement dans tout le dojo. Même le protagoniste se crut condamné, puisqu'il était à l'origine de tout ce gâchis. Sanji martelait que son fils n'avait pas triché, mais le père de Suga hurlait que son enfant ne perdrait jamais contre un poltron. Bientôt, tous se mirent à accuser Ryu d'avoir combattu de manière déloyale. Le garçon se tourna même vers sa mère, la suppliant de mettre fin à la dispute. Au lieu de cela, elle était déjà en train de se crêper le chignon avec sa tante, tandis que sa petite sœur mordait la femme. L'endroit tout entier sombra dans un désordre total. Inquiet, il se gratta la tête en se demandant comment mettre un terme à tout cela. Soudain, une aura écrasante emplit la pièce, pétrifiant tout le monde instantanément. Le garçon reconnut aussitôt cette présence terrifiante. Son grand-père était arrivé. Le vieil homme demanda s'il cherchait à couvrir de honte la famille Zan. Il s'appelait Wang, et il exigea de savoir ce que fabriquaient ses fils. Les deux hommes restèrent figés, mal à l'aise, sans mot dire. Puis le père de Suga prétendit que c'était Ryu qui avait déclenché le combat en défiant son fils. Mais le vieux Wang déclara qu'il ne voulait pas l'entendre lui et s'avança pour demander directement à son petit-fils ce qui s'était passé. Il voulait savoir si Ryu était réellement l'instigateur du combat. D'une voix intimidante, le vieil homme demanda à son petit-fils si c'était bien lui qui avait défié Suga. La simple pression de l'aura de son grand-père faisait trembler les jambes de Ryu. Son grand-père était bien plus terrifiant qu'il ne s'en souvenait. C'était comme se tenir face à une montagne colossale. Tremblant de nervosité, il admit avoir commencé le combat et ajouta qu'il avait gagné loyalement.
Son grand-père lui demanda s'il était vrai qu'il avait défié Sung et l'avait vaincu. Le garçon répondit par l'affirmative et assura que le duel avait été équitable. Il avait terrassé son adversaire sans tricher. Le chef de famille lui ordonna alors d'expliquer le combat en détail, et le garçon décrivit précisément comment il avait battu son cousin. Il suggéra même d'interroger les membres de la famille qui avaient été témoins du duel. Il demanda ensuite pourquoi il s'était jeté sur son adversaire après le combat, et Ryu expliqua qu'il pensait que Sung était mort car il ne réagissait plus. En réalité, il voulait simplement frapper cette brute encore davantage. Pourtant, les parents de Sung accusèrent le protagoniste d'avoir agi de manière déshonorante en attaquant après la fin du duel. Cependant, le vieux Wang se contenta de rire, remarquant que son petit-fils était bien intéressant. Sung et sa femme demandèrent au patriarche si Ryu serait puni, mais le vieil homme refusa, affirmant que le match avait été juste. Il dit même à son fils de demander directement à Sung si Ryu avait triché. Le garçon n'avait fait que semblant d'être inconscient pour s'épargner une humiliation supplémentaire. Son grand-père lui ordonna de se lever, et il finit par admettre que Ryu n'avait pas triché, et qu'il avait simplement perdu car Ryu était plus fort. Le vieil homme se montra un peu cruel à cet instant, car il força le garçon à admettre ouvertement qu'il avait perdu par sa propre faiblesse. Le simple fait de voir son cousin subir cette humiliation suffisait amplement au bonheur de Ryu. Wang demanda ensuite à son fils Sangji si l'affaire était enfin réglée. La famille présenta ses excuses puisqu'elle avait accusé le protagoniste à tort. Maintenant que tout était résolu, le vieil homme déclara qu'il ne voulait plus entendre aucune dispute. Sur ce, l'affaire fut officiellement close, et il invita tout le monde à dîner. Il souhaitait que tous ses enfants et petits-enfants profitent ensemble du banquet. Cependant, il s'arrêta au seuil de la porte et ajouta qu'il avait encore une chose à annoncer. Après le dîner, il voulait tester personnellement les capacités de Ryu lors d'un duel d'entraînement. Avec un sourire, il dit qu'il avait hâte d'y être et qu'il l'attendrait de pied ferme. Le garçon rejoignit ensuite sa famille et poussa un profond soupir de soulagement. Mais soudain, il entendit sa mère appeler son nom. D'un air sévère, elle lui dit qu'elle souhaitait lui parler. Elle lui demanda ensuite s'il comprenait quelle faute il avait commise. Nerveux, il répondit que c'était parce qu'il s'était battu avec Sung et qu'il avait impliqué ses parents dans le conflit. Elle lui dit que ce n'était pas le problème et reposa sa question, mais il était terrifié car c'était la première fois qu'il voyait sa mère aussi furieuse. Il se souvint de sa vie antérieure, quand sa mère lui répétait sans cesse qu'elle aurait aimé qu'il ne soit jamais né. Elle le répétait à l'envi et le blâmait pour sa vie misérable. En plus de l'insulter, elle le traitait avec une grande dureté. À cause de cela, il avait grandi en étant persuadé que les souffrances de sa mère étaient de sa faute. Parfois, elle le prenait dans ses bras en pleurant et en lui demandant pardon. Il n'avait jamais su si elle regrettait vraiment ses actes ou si elle se sentait simplement coupable. Malgré tout, il l'aimait toujours. Un jour, elle partit en disant qu'elle avait trouvé un emploi dans une autre ville. Après cela, il ne la revit plus jamais. Sa mère l'avait abandonné alors qu'il n'avait que 10 ans. En devenant adolescent, il devint amer car il avait grandi sans l'affection de ses parents. Désormais, dans le présent, il craignait que cette mère ne l'abandonne elle aussi. Il supplia donc qu'on lui pardonne, et elle lui demanda une fois de plus s'il savait ce qu'il avait fait de mal. Inquiet, il pensa qu'il devait s'excuser d'être né, mais soudain sa mère le serra fort contre elle. Elle lui dit que sa vraie erreur était de lui avoir caché ce harcèlement, car elle aurait pu le protéger. Elle s'excusa même de ne pas avoir remarqué que son fils souffrait ainsi en silence. Lui caressant doucement la tête, elle dit que cela avait dû être douloureux d'endurer tout cela seul, et elle lui demanda de promettre de ne plus jamais rien lui cacher. Il réalisa que cette mère était totalement différente de celle de sa vie passée. Il pouvait vraiment ressentir son amour et son affection, alors il l'enlaça fort en pleurant, promettant de ne plus avoir de secret pour elle. Yuna se mit elle aussi à pleurer, submergée par l'émotion du moment. Tous les deux finirent par serrer leur mère dans leurs bras ensemble. Le père du garçon dit en plaisantant qu'il voulait un câlin lui aussi, mais Lina répondit qu'elle ne lui avait pas encore pardonné. Alors qu'il essayait maladroitement d'enlacer sa femme, le protagoniste remarqua un message arrivant sur son téléphone. Il le consulta immédiatement. C'était une photo de Ravenna disant qu'elle avait atteint le sommet de la montagne et qu'elle comptait s'entraîner encore plus dur. Il fut heureux de voir avec quel sérieux elle travaillait et rit en la trouvant adorable. Les parents du héros comprirent vite qu'il était en train de tomber amoureux de cette fille. À cet instant, on frappa à la porte de la chambre et on appela le chef de branche Sanji. Le serviteur les informa que le banquet allait commencer et demanda à tous les enfants et leurs familles de se rendre à la salle. L'atmosphère y était extrêmement tendue. Le même homme alla également prévenir la famille de Seko. Quelques minutes après le dîner, le match d'évaluation commencerait. La jeune fille affirma avec assurance qu'elle était prête. On vit ensuite le grand banquet de la famille de l'épée sacrée. Ce clan portait un héritage vieux de 200 ans. C'est pourquoi Ryu considérait la famille comme profondément traditionnelle. Pourtant, quelque chose d'autre attira son attention. Il remarqua que la famille de Sung se montrait timide, comprenant qu'il craignait que leur grand-père soit toujours en colère. Lorsque le grand-père entra dans la salle, il frappa le sol de son épée et exigea le silence. Il remercia tous les proches d'être venus, d'autant plus que la famille était encore plus nombreuse cette année. Comme tout le monde avait voyagé de loin, ils avaient faim. Le grand-père annonça donc que tout le monde devait d'abord manger, et le dîner fut servi. La nourriture était absolument délicieuse. Après un soulèvement massif,
Le monde avait sombré dans le chaos. Durant cette sombre époque, l'humanité aspirait à des protecteurs, ou plutôt à des sanctuaires. Pour conserver leur pouvoir, les familles nobles endossèrent le rôle de protecteurs de l'humanité. C'est ainsi que les sanctuaires furent établis dans un but unique. Des chasseurs défendaient l'humanité contre les monstres émergents des portails. Ils portaient une responsabilité énorme, mais gagnaient également un immense prestige. Finalement, la société créa des systèmes de formation, mais seules les 10 familles originelles, comme celle de l'épée, avaient assez d'influence pour les instruire. Comme les grands-parents du protagoniste étaient extrêmement puissants, ils fondèrent la famille d'Azan. De loin, le garçon regardait son grand-père saluer les autres petits-enfants. Sans aucun doute, Seko était sa petite-fille préférée. Elle maîtrisait déjà la technique de la bête. Les autres membres de la famille réagirent avec incrédulité et se demandèrent si c'était bien vrai. Ryu remarqua que sa cousine était devenue le centre de l'attention, tandis que le grand-père réprimandait ses enfants pour avoir douté d'elle. Si elle continuait à progresser ainsi, elle deviendrait sûrement le deuxième chef de famille le plus fort. Le grand-père espérait qu'elle devienne une dirigeante puissante, capable de le surpasser un jour. Souriante et confiante, Seko promit de continuer à faire de son mieux. Il était stupéfait qu'elle puisse se tenir aux côtés de leur grand-père sans montrer la moindre crainte. Le garçon pensa qu'elle devait vraiment être incroyablement forte. À ce moment-là, leurs regards se croisèrent, et il devint vite nerveux tout en essayant de le cacher. Le grand-père remarqua l'interaction et rit discrètement pour lui-même. Il mentionna ensuite que la progression de Seko lui rappelait des nouvelles concernant un certain renégat. Ryu comprit immédiatement qu'il s'agissait du duelliste démoniaque, un maître surpuissant et mentor de Kagne, le protagoniste du jeu. Ryu reconnut ce personnage car il apparaissait très tôt dans l'intrigue du jeu. Le duelliste démoniaque s'était d'abord intéressé à Kagne alors que le garçon s'entraînait à l'orphelinat. Une fois que Kagne a quitté l'orphelinat à 17 ans, il a immédiatement commencé à s'entraîner sous la direction de ce maître. Dans l'histoire originale du jeu, il y avait aussi une chance pour Ravenna de s'entraîner aux côtés de Kagne, et il réalisa qu'il avait déjà changé cet avenir. À ce stade de l'histoire, le duelliste avait déjà choisi Kagne comme disciple, bien que personne ne sache encore qui était le garçon. Le vieil homme savait déjà que le duelliste démoniaque avait accepté un élève. Pire encore, il voulait un duel. En gros, le duelliste avait l'intention de faire s'affronter son disciple et l'un des petits-enfants de la famille Zan. Dès que le grand-père l'annonça, les petits-enfants devinrent nerveux. Le vieil homme dit qu'il ne pouvait pas refuser le défi car cela nuirait à la réputation de la famille. Avec assurance, il déclara qu'il montrerait à ce duelliste sans vergogne la véritable force de la famille Zan. Seko dit qu'elle ferait de son mieux, et les autres petits-enfants promirent également de faire des efforts. Notre protagoniste déclara qu'il donnerait tout ce qu'il avait. Pourtant, au fond de lui, il était terrifié à l'idée d'affronter le protagoniste du jeu puisque cela n'était jamais arrivé dans l'histoire originale. Quelqu'un frappa soudainement la table de la main, et c'était Shung annonçant qu'il dépasserait les attentes de son grand-père, tout comme son père le lui avait appris. Son père lui disait toujours que même un lion chasse un lapin avec toute son énergie. En entendant cela, notre héros rit doucement, sachant que Shung finirait par se faire détruire par Kagne de toute façon. Mais le grand-père demanda à Ryu pourquoi il riait et ce qu'il trouvait si amusant. Le garçon devint immédiatement nerveux alors que le vieil homme insistait pour obtenir une réponse. En vérité, il riait parce qu'il connaissait déjà l'histoire du jeu et comprenait que Kagne écraserait complètement Sun. Terrifié par le grand-père, son père s'empressa de trouver des excuses, affirmant que son fils était simplement de bonne humeur. Le vieil homme s'approcha et l'interrogea à nouveau. Il voulait savoir précisément pourquoi Ryu avait ri. « Oui, mon fils. Tu as des ennuis maintenant. » Ryu expliqua maladroitement qu'il avait ri à cause de ce que le père de Sun avait dit. Il ne se moquait pas de son grand-père. Le vieil homme ordonna à son petit-fils de s'expliquer clairement. Un lion immense donnant tout ce qu'il a juste pour chasser un lapin lui semblait étrange. C'était la raison pour laquelle il riait. Si un lion avait vraiment besoin d'un effort maximal, alors le lion lui-même devait être faible. Selon cette logique, le lion ne valait rien, ce qui le fit rire. Mais après avoir remarqué le sérieux de son grand-père, il s'excusa rapidement. À sa surprise, le vieil homme éclata de rire et admit qu'il n'avait jamais considéré les choses ainsi. Posant une main sur son menton, Vuong dit qu'il réfléchirait davantage à ce que son petit-fils avait dit. Tout le monde réalisa que le vieil homme favorisait le garçon et avait de grandes attentes pour Ryu. Puis l'aîné se souvint soudainement de quelque chose et demanda à tout le monde de prêter attention. Il annonça qu'il s'entraînerait à l'intérieur d'un portail ce jour même. En énendant cela, le protagoniste se souvint que son grand-père l'avait mentionné plus tôt, bien que Sanji s'inquiète que les enfants ne soient pas prêts. Un autre fils s'enquit du niveau de difficulté du portail. Le vieil homme répondit qu'un portail de rang blanc serait bien trop facile pour la famille Zan. C'est pourquoi ils utiliseraient un portail à clé jaune pour le test. Le portail avait déjà été préparé, et les enfants se tenaient à l'extérieur aux côtés de leurs parents. Le vieil homme s'apprêta à l'ouvrir. Il donna à ses petits-enfants une dernière chance de refuser l'entraînement et de partir. Puis une lumière intense illumina toute la zone. Un vent puissant souffla de l'intérieur du portail magique. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit un paysage magnifique. Tout le monde était entré dans le donjon. Le grand-père expliqua que la mission était simple. Comme l'indiquait la fenêtre de statue, leur stratégie était de descendre la falaise en premier. Il pointa un lac voisin et expliqua qu'un monstre de rang 3 vivait sous les hauts à cet endroit.
Il mentionna également avoir scellé la créature à l'intérieur du lac pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Cela rassura quelque peu les parents. Même Ryu admit que combattre un monstre de rang 3 sous les hauts aurait été presque impossible. Cependant, le grand-père les avertit de ne pas sous-estimer la créature car elle restait extrêmement dangereuse. Le garçon savait déjà à quel point ce monstre était puissant, ce qui le découragea. Pourtant, il ne pouvait pas abandonner car ce serait une excellente occasion de devenir plus fort. Il comprit aussi qu'atteindre le lac lui-même ne serait pas facile puisque descendre la montagne serait déjà assez difficile. Le vieux Vang leur dit de ne pas trop s'inquiéter car les monstres en chemin n'étaient pas particulièrement dangereux. À ce moment-là, un employé arriva avec une mallette, ce qui rendit Ryu curieux. À l'intérieur se trouvaient des colliers caméras que les enfants porteraient pour que les adultes puissent tout surveiller en temps réel. Il y avait aussi une montre de portail. S'ils se retrouvaient en danger, ils pourraient appeler à l'aide. Le grand-père remit les deux objets à ses petits-enfants et expliqua que l'évaluation durerait environ 3 heures. Une fois le boss vaincu, il devait déverrouiller le portail avec la clé. Tout le monde était prêt à commencer l'épreuve. Lina souhaita bonne chance à son fils et lui rappela de ne pas se blesser. Plein de confiance, le garçon l'assura qu'il irait bien et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le vieux Vang se réjouit même, disant que ses deux petits-fils semblaient bien s'entendre, bien que ce soit loin de la vérité. Au moment où le signal fut donné, le test commença, et les garçons se précipitèrent vers le lac aussi vite que possible, mais notre héros trébucha soudainement et roula sur la pente. À la dernière seconde, il saisit à nouveau la corde, puis prit appui sur un rocher et sauta plus bas. Après avoir atteint une section plus plate de la vallée, il reçut une notification l'avertissant qu'un monstre était proche. Quelque chose attira soudainement son attention lorsqu'un projectile vola vers sa jambe. Heureusement, son instinct d'évasion s'activa, et en levant les yeux, il réalisa que les attaquants étaient des singes à poche de rang 1. Ces singes à poche étaient spécialisés dans le lancer d'objets, et les créatures préparèrent rapidement un autre barrage pendant que le garçon comptait sur sa compétence d'évasion pour tout esquiver. Comme trop de projectiles volaient en même temps, il dut aussi bloquer avec son épée. Il réalisa bientôt que les monstres lançaient des pierres, alors il balança sa lame et en renvoya une directement sur un singe. Cela ne fit que rendre les autres encore plus furieux. Alors que les pierres continuaient d'arriver, Ryu les repoussa avec une force croissante. L'un des petits singes fut finalement projeté au sol. En plaisantant, il dit qu'il venait de faire un home run. Les singes ne s'y attendaient manifestement pas. Après un certain temps, il réussit à tous les vaincre. Il passa environ 35 minutes à combattre ces créatures. Pourtant, sa véritable préoccupation était le combat à venir contre le boss. À ce moment-là, il remarqua un singe tenant un fruit. Comme il avait déjà joué au jeu, il le reconnut comme un fruit de vitalité. Excité, il s'en saisit immédiatement. Avec un sourire malicieux, il réalisa qu'il pourrait en faire un excellent usage. Pendant ce temps, les membres de la famille au-dessus surveillaient leurs enfants à travers les moniteurs. Un parent commença à paniquer parce que son enfant avait été blessé par un monstre, et Lina s'inquiéta immédiatement aussi. Le père de Chung se vanta que son fils était le plus fort et qu'il écraserait tous les autres petits-enfants. L'homme se montrait incroyablement arrogant. Même les parents du protagoniste commençaient à se lasser de son attitude. Au même moment, Seko utilisait ses techniques de foudre. C'était la 5e forme du style d'attaque du roi des bêtes, la frappe du lion. Le père de Chung regarda avec choc, demandant comment sa nièce avait déjà pu maîtriser des techniques pareilles. Le grand-père rit fièrement et fit l'éloge du talent de Seko. Pourtant, il s'inquiétait car ses petits-enfants consommaient trop de mana. Au moment où ils atteindraient le combat contre le boss, ils risquaient d'être déjà épuisés. Le père de Chung affirma avec confiance que son fils Sen sortirait bien et dit à son père de ne pas s'inquiéter. Soudain, un bruit fort attira l'attention de tout le monde. Le vieil homme s'est tourné vers l'écran et a vu Ryu propulser un singe dans les airs. Tout le monde a commencé à se demander ce que le garçon fabriquait. Sanji et Lina ont commencé à s'inquiéter, pensant que leur fils ne prenait pas l'entraînement au sérieux car il semblait faire l'idiot. Pourtant, en bas, le garçon mangeait des fruits de vitalité tout en commentant la puissance de leurs effets. Observant attentivement, le grand-père essayait de comprendre ce que son petit-fils manigançait. Le père de Sung s'est encore moqué de Ryu, affirmant que le garçon traitait l'entraînement comme un jeu et ignorait le défi du grand-père. En regardant l'écran, ils l'ont vu repousser des rochers, et le vieil homme a vite compris ce que Ryu faisait. Il a même fait remarquer que le garçon avait d'excellents instincts. Cherchant toujours à créer des ennuis, le père de Sung a pointé l'écran du doigt, se plaignant que Ryu s'était même arrêté pour grignoter au lieu de s'entraîner sérieusement. Regardez ça, père. Il a poursuivi en disant que le garçon n'avait manifestement aucun sens du danger s'il pouvait s'arrêter en plein test juste pour manger des fruits. En arrière-plan, Sanji s'agaçait de plus en plus. Cependant, le vieux Vang lui a dit de faire plus attention et lui a demandé s'il reconnaissait seulement le fruit que Ryu mangeait. C'était un fruit d'endurance qui redonnait de la vitalité. Vang a même fait l'éloge de Sanji, disant qu'il avait très bien élevé Ryu. Puis il a pointé l'écran pour que tout le monde regarde attentivement. En vérité, Ryu trouvait différents fruits à l'intérieur des singes, c'est pourquoi il n'arrêtait pas de les repousser. Se caressant le menton, le vieil homme a remarqué que son petit-fils était malin de ramasser les fruits pour accroître sa force. Pendant ce temps, Sanji essayait de cacher sa confusion car il n'avait jamais rien appris de tel à son fils. Notre héros ne le savait que parce qu'il avait déjà joué au jeu auparavant.
Après un certain temps, il avait mangé plusieurs fruits différents, boostant ses statistiques. Le fruit d'endurance bleu, par contre, avait un goût affreux. Tandis qu'il continuait d'avancer, il s'est peu à peu approché du lac. Il avait aussi ramassé tellement de fruits qu'il pouvait à peine tous les porter. À ce stade, on aurait dit qu'il pouvait ouvrir un étal de fruits avec une telle quantité. Il a réalisé qu'il serait impossible de s'échapper avec tous ces fruits car il y en avait tout simplement trop. Il a même envisagé de les cacher dans les poches des singes. Après y avoir réfléchi, il a décidé que c'était une excellente idée, alors il a découpé la poche de fourrure et y a fourré tous les fruits. Après avoir récupéré les autres poches sur les singes, il en a fait plusieurs petits sacs qu'il a suspendus sur son corps. Une fois cela fait, il a commencé à sauter de branche en branche pour se rapprocher du lac. Il avait perdu beaucoup de temps à ramasser des fruits, il devait donc maintenant se dépêcher. Mais soudain, quelque chose a attiré son attention.